Bonjour tout le monde, est-ce que ça fonctionne bien? Ça fonctionne bien, formidable. Je fais une fête de la République dans ma circonscription. Je vais vous en dire quelques mots d'ailleurs parce que je trouve que ça mérite une audience nationale, cette histoire de fête de la République, pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est important la fête de la République, que du coup ça va nous amener à parler de Charles III et tout ça, mais aussi parce que la maire de la ville dans laquelle je veux faire la fête de la République que j'organise me met des bâtons dans les roues et ça commence à bien faire. Donc je vais vous en parler aussi. En gros, l'idée est la suivante. C'est de faire des fêtes populaires où on invite les habitants d'un quartier à venir. Alors, il y a une spécificité, c'est aux Amphis, je fais la fête de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Pas de bol. Du bol ou pas de bol, ça tombe le 26 août, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle a été proclamée le 26 août. Et le 26 août, c'est les Amphis. Donc, on fait ça aux universités d'été tous les ans. Ça fait 2 ans que je fais ça. Et c'est assez cool. Et donc, l'idée de la fête de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est on compare la situation politique actuelle avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les droits qu'on est censé avoir. On fait une petite comparaison. Je fais dans ma circonscription 2 fêtes, une fois par an. Une à Sainte-Geneviève-des-Bois qui s'appelle la fête de la Révolution, qui est le 14 juillet. Et ça, on fait ça dans un quartier populaire qui s'appelle Saint-Hubert, dans Sainte-Geneviève-des-Bois. Et je voulais faire une fête de la République tous les ans à Saint-Michel-sur-Orge, qui est une deuxième ville de ma circonscription, dans un quartier populaire qui s'appelle le Bois des Roches, sauf que la maire me met systématiquement des bâtons dans les roues. Alors, je vous raconte ce qui s'est passé l'année dernière. Juste pour finir sur les fêtes, c'est un peu le même principe que ce soit la fête de la République, la fête de la Révolution. En gros, on met des activités pour les enfants, pour les adultes. Donc, il y a un chamboule-tout. Alors, dans le chamboule-tout, pour essayer de faire un peu parler, il y a Macron, il y a Elisabeth Borne, et puis il y a aussi Louis XIV, Napoléon. Enfin bon, vous voyez, c'est genre, c'est une moquerie contre les monarques de tous les pays, unissez-vous. Donc il y a un chamboule-tout, il y a des cahiers de doléances pour que les gens puissent dire ce qui ne va pas dans le pays. Il y a des points d'inscription sur la liste électorale. Il y a souvent les gens ils s'organisent pour faire un petit foot. Ils prennent 2 chaises et puis voilà, ça se transforme en terrain de foot. On fait un goûter. On file des cocardes tricolores aux enfants. On achète aussi des petites ceintures pour qu'ils puissent jouer. En gros, policier au voleur, mais avec des ceintures tricolores. Tout ça est très sympathique, très bon enfant. Et on fait aussi des peintures. Alors ça, c'est intéressant. En tout cas, c'est ce qu'on a fait à Sainte-Geneviève-des-Bois. Mais alors, à Saint-Michel, on va pas se risquer à le faire parce que je risque de me retrouver avec un procès vu comment se comporte la maire. Mais je vais vous en dire un mot parce que vous allez voir que c'est gratiné. Mais à Sainte-Geneviève-des-Bois, en tout cas, on n'a jamais eu de problème. La mairie, le maire de Sainte-Geneviève, il s'appelle Frédéric Petitat. Et jusqu'à présent, il a toujours facilité le fait qu'on puisse tenir ces fêtes de la Révolution. Il participe d'ailleurs, il vient, il passe. Une fois, la première fois, il nous a prêté la sono parce que notre sono a explosé en cours de route. Enfin bon, bref, tout ça se passe bien et c'est dans une ambiance républicaine sympathique. Et donc, on fait en plus une petite peinture. Alors, la peinture, c'est trop bien. C'est un pixel art. C'est Ivan, mon collaborateur de circonscription, qui a inventé ça. Enfin, en tout cas, qui a mis ça en œuvre. C'est un pixel art, c'est-à-dire les enfants peignent des petits carreaux avec du bleu, du orange, du rouge, et je crois que c'est tout, bleu, orange, rouge, et il y a des carrés qui restent blancs, et en gros, on peint plein de petites feuilles, et à la fin, on les met toutes ensemble, et ça fait une peinture. Alors, l'année dernière, on a fait Robespierre, et cette année, on a fait Naël, et on colle ça avec les jeunes du quartier, on colle ça sur le bas des bâtiments. Il y a des endroits où il n'y a rien, en gros, donc c'est pas grave de coller du papier sur un mur. Mais je vous jure, vraiment, on va pas faire ça à Saint-Michel. À Saint-Michel, on va ramener notre planche en bois pour pouvoir quand même coller la peinture, mais que ça ne dégrade rien du tout, parce que alors là, vous imaginez même pas ce qu'elle est capable de faire. Mais donc, vous voyez que quand même l'ambiance est bon enfant. Et moi, normalement, à la fin de ça, je fais un petit discours pour parler de l'actualité au regard de la République et des principes républicains. Par exemple, là, vu les sujets d'actualité qu'on a, je vais parler de la rentrée qu'ils ont fait sur la Baïa, je vais parler de l'immigration et de Lampedusa, on en dira d'ailleurs quelques mots tout à l'heure, je vais parler de la laïcité plus généralement, et puis, je ne sais plus ce que j'ai prévu d'autre, j'ai prévu de parler de Naël, de la période révolte urbaine, et l'endroit où on était censé faire la fête, parce que vous allez avoir toute l'histoire dans pas longtemps, l'endroit où on était censé faire la fête, c'est l'endroit qui est juste à côté de là où il y a eu justement des révoltes urbaines à Saint-Michel-sur-Orge, où
Il y a un rond-point notamment qui a été incendié. Il y avait des véhicules qui étaient incendiés à cet endroit-là. Et ça a du sens pour moi, c'est ce que j'avais fait à Sainte-Geneviève-des-Bois, mais ça a du sens pour moi de faire un événement autour de la République, autour des principes républicains, à un endroit où, entre guillemets, ça a chauffé. Parce que là où certains nous disent la République est absente des quartiers populaires, les jeunes ont un problème avec la République, etc., bah justement, non, c'est l'inverse. C'est qu'on essaye de faire la démonstration inverse, qui est que ceux qui ont un problème avec la République, c'est ceux qui n'en maîtrisent pas bien les aspects. Et moi, justement, ce que j'essaye de faire, c'est de parler de ce que c'est normalement la République. Et la République, normalement, c'est les gosses, ils doivent pas se faire tuer par la police. Ça, par exemple, c'est la République. Mais voilà en gros l'idée globale. Macron fait venir Charles III en France. Là, quand même, on en a gros sur la patate. Parce que, souvenez-vous, il avait voulu inviter Charles III pendant la bataille sur la réforme des retraites. Donc il avait décidé qu'il invitait Charles III pendant cette période-là. Et d'une certaine manière, ça donnait un petit peu un côté monarchique à tout ça. Donc déjà, il nous faisait des 49.3 pour faire passer en force sa réforme des retraites. Tiens, parenthèse, j'ai découvert un truc génial. Bon, non, je vous ferai la parenthèse après. Mais j'ai découvert un truc génial. Restez connectés pour avoir la vraie information. Suivez la chaîne pour vous abonner si jamais vous partez trop tôt. Comme ça, vous aurez les lives la prochaine fois. Oui, donc il avait prévu d'inviter Charles III pendant la réforme des retraites et de faire un grand dîner à Versailles, etc., en grande pompe. Donc il y avait d'un côté les gens qui étaient en train de se plaindre du caractère absolument monarchique du fait de faire passer en force une réforme des retraites avec un 49.3, et de l'autre côté Emmanuel Macron qui invitait carrément un roi à Versailles, donc dans une espèce d'ambiance totalement monarchique, genre Macron Louis XVI ou Louis Macron XVI, je ne sais pas comment appeler ça. Mais il y avait vraiment un côté ancien régime et monarchie absolue, quoi. Et alors, pour la petite histoire, j'ai découvert un truc dans le bouquin de Julia Cagé et Thomas Piketty, que j'ai pas encore lu parce qu'il fait 800 pages, mais j'ai lu le début, j'ai lu l'intro. Et déjà dans l'intro, j'ai trouvé un truc qui m'a bien plu. Dans l'intro, ils expliquent que... Bon, ça je le savais. Vous connaissez peut-être l'histoire de la gauche et la droite, d'où ça vient. La gauche et la droite, ça vient d'une séance de l'Assemblée nationale où, en gros, était débattu le veto du roi. Et ce qui était le droit de veto du roi, c'est-à-dire que le roi puisse bloquer une loi avec laquelle il n'était pas d'accord. Donc, à un moment donné, le président de l'Assemblée, il a dit « Ceux qui sont pour le veto du roi, ils se mettent à droite. Et ceux qui sont contre le veto du roi, ils se mettent à gauche. » Et c'est de là que vient la gauche et la droite. À gauche, ceux qui sont, d'une certaine manière, pour la souveraineté populaire, pour la limitation du pouvoir royal. À droite, ceux qui sont pour le conservatisme, c'est-à-dire on va faire comme ça puisqu'on a toujours fait comme ça, et pour une forme d'autoritarisme, de maintien du pouvoir du roi. Mais il y a un truc que je savais pas, figurez-vous. C'est que le veto royal ne pouvait pas porter sur, accrochez-vous, la question du budget. Le veto royal s'appliquait sur tous les textes de loi potentiellement, mais il y avait un truc sur lequel ça s'appliquait pas, c'était les textes budgétaires. Et bien figurez-vous que le 49.3, c'est l'inverse. Le 49.3, c'est sur les textes budgétaires en priorité qui peut s'appliquer de manière illimitée. Et d'ailleurs, l'année dernière, ils nous ont fait 10 49.3 et cette année, ils comptent bien recommencer avec 10 49.3. Donc, d'une certaine manière, il y a un truc encore plus monarchique dans le 49.3 que dans le veto royal. Vous imaginez la situation. J'ai découvert ça, je ne vais pas arrêter d'en parler, on va bien s'amuser, parce que je trouve que c'est parlant, quoi. C'est parlant de voir à quel point le macronisme et son utilisation du 49.3 s'inscrit dans un caractère qui est monarchique à un point qui est assez incroyable. Bon, ça c'était pour la petite histoire. Mais donc, il nous ramène encore Charles III, qu'il n'avait pas pu ramener pendant la réforme des retraites, puisque pendant la réforme des retraites, les gens avaient décidé, d'une certaine manière, voyant le caractère symbolique de la venue du roi Charles III à Versailles, ils avaient décidé de casseroler Charles III, et Macron s'est dit que c'était pas une ambiance géniale pour accueillir un chef d'État, et que ça mettrait un peu une ambiance pas très favorable pour son aura internationale. Mais là, il s'est dit d'un coup, il y a la Coupe du Monde de rugby, n'est-ce pas ? Ça serait cool de faire venir le roi Charles III. Et on pourrait l'inviter à Versailles, parce que comme ça mettrait une ambiance un peu bourgeoise, tu vois, un peu monarchique encore.
Et donc, le gars se fait siffler au Stade de France il y a une semaine, c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Il se fait siffler au Stade de France, il a toujours pas compris que les gens sont toujours en colère et il fait venir Charles III. Alors peut-être, moi je pense que les gens ils n'ont pas le temps de s'organiser, pas le temps d'aller faire des casserolades. Si jamais vous avez le temps et que vous habitez du côté de Versailles, allez-y, allez faire des casserolades, ça sera rigolo, ça mettra une ambiance de travail. Mais je pense que on est sorti de cette séquence dure de la réforme des retraites et que voilà, c'est la rentrée, les gens n'ont pas eu forcément le temps de s'organiser. En plus, ils l'ont dit au dernier moment, évidemment, pour éviter qu'on puisse s'organiser. Mais je veux vous dire un truc, c'est qu'il ne le fait pas venir n'importe quand. Je veux dire, dans Macron, il a le sens des symboles. Et le sens des symboles d'une manière qui est extrêmement violente contre le peuple. Donc, je vous disais que c'est n'importe quoi qu'il invite Charles III maintenant. Parce que maintenant, c'est quoi comme date? C'est le 20 et le 21 septembre 2023, mais ce 20 et ce 21 septembre, ce sont des dates anniversaires dans notre pays. Le 20 septembre, c'est la bataille de Valmy, 1792. 1792 ? Oui, 1792, parce qu'on fait... En fait, il y a une révolution dans la révolution. En gros, on fait le 14 juillet, tout ça, machin. Après, le roi fait n'importe quoi, il essaye de fuir à Varennes, etc., etc. Après, il y a une période d'1 an pendant laquelle il y a une période de réaction. D'ailleurs, c'est la période dans laquelle ils inventent la fameuse loi martiale. Enfin, c'est bon, je vous passe sur les détails, mais il y a des trucs sur le drapeau rouge dans la Marseillaise, l'étendard sanglant de la tyrannie. Je vous ai déjà raconté, certains d'entre vous connaissent cet épisode-là, l'étendard sanglant de la tyrannie. C'est un peu, on va pas dire anti-flic, mais c'est un peu contre l'autoritarisme policier, on va dire. Puisque l'étendard sanglant de la tyrannie, c'est le drapeau rouge de la loi martiale, drapeau rouge qui permettait qu'on tire dans la foule. Hein. Donc, quand on dit contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, on parle de l'étendard sanglant des tyrans qui sont prêts à tirer dans les foules des manifestants pacifiques. Toute ressemblance avec une situation qui serait plus récente ne serait pas du tout fortuite, parce que voilà, c'était ça l'idée. Et d'ailleurs, dans la Constitution de 1793, il y a beaucoup de choses sur le fait que la loi doit protéger contre l'oppression du gouvernement, c'est-à-dire l'ennemi identifié par la Constitution de 1793, le danger pour les droits dans la Constitution de 93, c'est pas les honnêtes gens, c'est pas etc., etc., c'est le pouvoir exécutif et le gouvernement. Voilà pourquoi ils ont sans doute pas envie de le fêter. Mais donc, on a cette période-là, et puis ensuite, le 10 août, je crois que c'est ça, dans la nuit du 10 août, du 9 ou 10 août 1792, il y a une petite révolution dans la Révolution. Hein, juste, on met en place une commune révolutionnaire de Paris et on va chercher le roi aux Tuileries. Et à partir de là, le roi est globalement déposé et inexistant. Et puis, dans cette période-là, on est en guerre. Alors la guerre, par ailleurs, n'arrive pas par hasard, parce que la guerre, c'est aussi la guerre qu'on fait contre les monarchies, elle a des partisans qui sont de plusieurs côtés en même temps. Robespierre était, lui, opposé à la guerre, parce que son idée était que si jamais on entrait dans une guerre avec les autres puissances, il pouvait y avoir un général quelconque qui se servait de cette période-là pour augmenter son pouvoir et, d'une certaine manière, arrêter la Révolution française. Donc Robespierre était très opposé à la guerre, parce que, pour lui, la guerre, c'était la possibilité pour un chef militaire de prendre davantage de pouvoir. Mais donc, les autres, il y avait 2 camps. Il y avait le camp du roi, qui avait déjà essayé quand même ses magouilles en partant dans la fuite de Varennes. Le roi, quand même, son histoire, c'est qu'il voulait fuir à Varennes, fuir au-delà de Varennes, mais passer la frontière, pour revenir avec une armée étrangère, faire la guerre à son propre pays pour rétablir la monarchie absolue. Donc tu parles d'un traître à la patrie, tu vois. Et il y a toujours cette idée-là, en fait. Il y a toujours cette idée que si jamais il y a une guerre des puissances monarchiques contre la France révolutionnaire, peut-être que la France peut perdre, et que ensuite le pouvoir monarchique absolu du roi peut être restauré. Donc il y a tout un tas de gens qui sont bien contents qu'il y ait la guerre, parce qu'ils se disent la France va perdre, donc tu vois le genre de patriote que c'est, la France va perdre, et ensuite on pourra rétablir le pouvoir du roi. Et puis il y a les autres, de l'autre bord, qui sont favorables à la guerre, parce que eux ils se disent la France va gagner la guerre. Ils sont plus optimistes que les autres. La France va gagner la guerre, et ça va être une manière d'étendre
la Révolution à d'autres pays parce que d'un seul coup, les autres vont se rendre compte que la France, c'est la terre de la liberté, etc. Et d'ailleurs, dans les chansons de l'époque, vous avez tout un tas de références au fait que vous avez une chanson qui s'appelle Veillons au salut de l'Empire qui est de 1791, si mes souvenirs sont bons. Donc on ne parle pas de l'Empire en sens l'Empire de Napoléon Bonaparte, on parle de l'Empire, c'est-à-dire le terrain de la liberté, l'Empire de la liberté, la zone où le peuple est libre. C'est ça ce que ça veut dire l'Empire dans cette chanson. Et ils ont un truc qui est du salut de notre patrie dépend celui de l'univers. On ne voit plus qu'une patrie, on ne voit plus qu'un pays quand on a l'âme d'un Français. Ce qui est une manière de dire que si jamais la France se fait battre dans la Révolution, c'est fini pour tout le monde parce que la France peut être le point de départ d'une révolution mondiale. Vous imaginez déjà comment ils étaient chauds les mecs. Hein. Et ensuite, si jamais, quand on est un Français, on n'est pas raciste, on n'a pas de problème avec les autres pays. Ce qu'on veut, c'est que tout le monde soit dans l'Empire de la liberté. On pourra aller la regarder si vous voulez. Elle est vachement bien, Veillons au salut de l'Empire, à part que c'est Empire le mot et que maintenant ça fait un peu anachronique, mais elle est vachement bien la chanson parce que pour le coup, il y a tout. Elle est internationaliste, elle est géniale. J'adore cette chanson. Donc, qu'est-ce que je vous disais ? Et donc, on dépose le roi et on est en guerre. Et la guerre, le problème, c'est qu'on se prend tôle sur tôle. Mais alors vraiment, on recule partout, on est en train de se faire plier sévère. Et là, alors que tout semblait perdu, on déclare la patrie en danger, tout ça, Danton, machin, et il y a la bataille de Valmy. Il y a d'un côté les Français avec la levée populaire, c'est même pas nécessairement une armée de métiers formée, etc. C'est le peuple français en armes qui se bat contre les monarchies en face. Et il se passe un truc inattendu, qui est que... Voilà, il parlait allemand. J'osais pas le dire, mais bon. Ils nous envahissent assez fréquemment, donc c'est assez... On est sur une voie de passage, quoi, en quelque sorte. Donc on est là, hop, sur la colline de Valmy, et il y a un général, d'ailleurs il y a plein d'histoires dans l'histoire, parce qu'il y a le général Kellerman, si mes souvenirs sont bons, qui charge la fleur au fusil, mais si mes souvenirs sont aussi bons, il me semble qu'il y a là-dedans, dans cette bataille, le général Miranda, qui est un Vénézuélien, figurez-vous, et que donc la bataille elle-même, elle a une dimension internationale, enfin internationaliste, parce qu'il y a des révolutionnaires d'autres pays qui sont venus chez nous. Bon, passons sur les détails. Toujours est-il que l'armée française charge au cri de Vive la Nation. Et ils obtiennent la victoire. Et alors, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Parce qu'à l'époque, Vive la Nation, c'est pas la version de Le Pen et consorts qui essayent de nous ramener le droit du sang, etc. Ça n'est pas ça. La nation, c'est le peuple souverain. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une nation au sens révolutionnaire et républicain du terme ? C'est un peuple qui décide de prendre en main son destin et de décider sur ses institutions. Et donc, en chargeant au cri de Vive la Nation, tout le monde est hyper impressionné, les soldats autrichiens sont hyper impressionnés, etc., etc. Et on obtient la victoire. Alors, il y a des débats pour savoir si c'est une victoire, si c'est une grande victoire, s'il y a je sais pas combien, 600 ou je sais pas combien de soldats, mais en gros, la bataille en elle-même fait l'objet d'une bataille historiographique et historique assez importante. Toujours est-il que on gagne la baston. Et que, alors, plusieurs événements dans l'événement. Petit 1, il y a Goethe qui parle de cet événement, Goethe le poète allemand, qui dit, alors c'est magnifique, il dit « De ce jour et de ce lieu date une ère nouvelle dans l'histoire de l'humanité. » Magnifique. Et il est raconté que Kant, qui faisait une promenade quotidienne tous les jours dans son jardin, ou je sais plus où, il faisait une promenade quotidienne tous les jours, comme ça, et bien ce jour-là, il a arrêté sa promenade, quand il a eu information de la victoire de Valmy, il a arrêté sa promenade et il est allé boire une bière, paraît-il. Vous imaginez si c'était pas un événement d'ampleur. La nouvelle arrive à Paris le lendemain. Et le lendemain, eh bien, tous les éléments sont désormais réunis pour qu'on proclame la République. Alors, on fait un peu spécial, parce qu'on ne proclame pas la République, mais on abolit la monarchie. Donc, le 21 septembre, la monarchie est abolie. Et le 22 septembre, on décide de nommer tous les actes de l'an 1 de la République française. Et donc, cette période-là, bataille de Valmy, abolition de la monarchie et proclamation du calendrier républicain, à défaut de proclamer la République, c'est le moment où naît la République française.
Et Macron, qu'est-ce qu'il fait lui pour fêter ça? Eh ben, il invite un monarque à Versailles. C'est quand même un peu spécial. Et quand il y a des gens qui nous parlent de l'arc républicain, naninana, et qui sont absolument incapables de voir justement quelle est cette histoire républicaine, révolutionnaire, d'une victoire assez héroïque du peuple français, parce que c'est Valmy, c'est magnifique, quoi. Eh bien voilà ce que ça donne. Ça vous donne des gens qui vont... Alors, c'est une bonne question. Est-ce que c'est par manque de connaissances historiques ou par volonté politique? Moi, je pense que c'est par volonté politique. Moi, je pense que c'est un choix délibéré de faire ça ce jour-là. Parce que, alors, après, il y a une possibilité qui est que ça collait bien dans les agendas. Ils se sont dit, tiens, voyons, faisons ça là. Mais normalement, il doit y avoir quelqu'un dans un bureau qui est censé lui dire Manu, 20 septembre, bataille de Valmy, 21 septembre, début de la République, t'es sûr du symbole? Voilà. Moi, je pense que je pense que soit c'est fait exprès, soit il s'en fout. Et s'il s'en fout, c'est gravos. Le 23 septembre, c'est une date. On a la chance d'avoir une date qui est appelée par plusieurs organisations politiques, syndicales, associatives, sur les questions de pouvoir d'achat, de justice sociale et sur les questions de justice tout court, c'est-à-dire de lutte contre le racisme et contre les violences policières. Ce qui est au final, au fond, une question qui est profondément républicaine. Et d'ailleurs, moi, je vous invite, je ne sais pas si vous avez prévu d'y aller à la marche du 23, mais moi, je vous invite à venir avec vos drapeaux tricolores. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'ils comprennent que justement le sens de la République, au sens où nous l'entendons, au moment où naît le drapeau tricolore, où naissent la Marseillaise, etc. Je sais que je vous saoule avec 1793, la Première République et la Révolution française, mais le sens premier de la Révolution, c'est justement la résistance contre l'absolutisme et contre l'arbitraire. Et la prise de la Bastille, c'est le symbole de la prise de l'arbitraire. En plus, le 23 septembre, on est un peu dans l'étiage de ce que je vous disais tout à l'heure sur Valmy, la proclamation de la République sur le 20 et 21 septembre 1792. Donc on est dans un moment où on peut se saisir de ces symboles-là pour leur dire que leur vision de la République, leur vision de la France, qui est une version autoritaire et despotique, parce que c'est comme ça que c'est décrit comme despotique dans la Constitution de 93, vous irez voir l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 93, parce que c'est exactement ce que ça dit, par exemple, que quand on interdit des manifestations, c'est le souvenir ou la présence du despotisme. Bah voilà, donc Macron est despotique au regard de la Constitution de 93, donc nous, on a un intérêt sur ces questions-là à venir avec nos drapeaux tricolores pour bien rappeler que, d'une certaine manière, la France républicaine, c'est nous, c'est pas eux. Leur machin à eux, c'est pas la France républicaine. Dès 49.3 pour faire passer en force la réforme des retraites, c'est pas la France républicaine. Le renard libre, le renard capitaliste libre dans le poulailler tout aussi libre, c'est pas non plus la République. La République, c'est pas ça. La République, c'est justement faire en sorte que chacun ait le droit à l'existence, et deux, qu'on vise le droit au bonheur. Et justement, ça, c'est un des objets qu'on doit ramener. Et vous voyez, ça va peut-être faire le lien d'ailleurs avec Lampedusa. Moi, je suis choqué. Je suis choqué de la manière avec laquelle, et y compris chacun d'entre nous et chacun de ceux qui regardent cette vidéo, de la manière avec laquelle ils ont réussi à finalement faire entrer dans les têtes que on ne devrait pas traiter les gens qui arrivent sur l'île de Lampedusa ou qui d'une manière générale arrivent dans les pays européens comme des êtres humains. C'est ça à la fin ce qu'ils ont réussi à faire rentrer dans les têtes. Parce que ce qu'ils disent d'une certaine manière en disant il faut renvoyer les gens chez eux, ils n'ont rien à faire là, il faut mettre des barrières, etc. etc. Ce qu'ils disent, la manière dont ils disent les choses en réalité, c'est une forme de mise à distance de l'humanité des gens. Vous avez peut-être vu qu'il y a des enfants qui se retrouvent sur cette île, que les conditions de vie sont des conditions qui sont des conditions déplorables. Et la question n'est pas finalement de savoir si... comment dire? La question est finalement pas de dire si c'est bien ou mal l'immigration, si c'est positif ou négatif. Est-ce que c'est positif d'abord pour les pays qui sont les pays de départ? Pas forcément, c'est souvent les cerveaux qui s'en vont du pays. Et il faudrait poser la question de la responsabilité des capitalistes à l'intérieur, ce que j'avais fait à l'Assemblée nationale. Il faut poser la question de la responsabilité des capitalistes, des guerres que nous avons faites dans les pays qui sont les pays
d'origine des migrations. Et puis la responsabilité de gens comme Bolloré, par exemple, qui lui exploite carrément une partie de l'économie africaine et qui ensuite il fait une chaîne de télé pour dire ah bah l'immigration. Vous voyez le genre de comportement odieux de ces ultra-riches qui à la fois créent des problèmes dans certains pays pour ensuite s'en plaindre avec des moyens de communication ultra puissants. Donc c'est même pas ça la question à la fin qui est posée quand on est dans la situation où vous avez des familles, des gens qui arrivent sur ce territoire-là. La question qui est posée, c'est comment on se comporte comme des êtres humains. C'est quoi être un être humain digne et respectable dans ce genre de situation. Et vous avez vu, à la fin, vous avez vu que les fachos, qui sans arrêt parlent des racines chrétiennes de l'Europe et quand même comment ils disent, on est une terre judéo-chrétienne, etc. Quand le pape dit qu'il faut accueillir dignement les gens qui arrivent sur notre territoire, et ben d'un seul coup ils disent ah oui mais alors moi j'ai lu un passage dans la Bible qui dit que en fait faire trop le bien ça finit par faire le mal. Ils sont obligés de tordre leurs pensées pour finalement essayer de faire coller ça à leurs pensées morbides vis-à-vis de ça. Mais bon sang quand même, comportons-nous comme des êtres humains. Il y a des gens qui sont là et si jamais on s'en occupe pas correctement, ils vont mourir, soit parce que, ils peuvent mourir et ils peuvent tomber malades parce que quand vous mettez autant de gens au même endroit, et ben ils peuvent tomber malades. Et puis pire que ça, je veux dire, ça peut avoir des problèmes plus larges. Ils peuvent tomber malades, ça peut générer des pandémies. On a vécu le Covid une fois, on veut recommencer combien de fois? Combien de fois on veut que cette forme d'inhumanité puisse provoquer des situations qui sont des situations mondiales dramatiques? Moi, vraiment, à un moment donné, il va falloir revenir à quelque chose de simple, à des trucs très concrets. C'est est-ce que vous considérez que votre humanité vaut plus que l'humanité d'un autre individu au prétexte qu'il ne vient pas de votre pays, il n'a pas votre couleur de peau, il n'a pas votre religion, etc. Est-ce que vous êtes des Français dignes de ce nom quand vous considérez que les êtres humains ne naissent pas et ne demeurent pas libres et égaux entre eux? Est-ce que c'est français, tiens, comme manière de penser, de se dire que les êtres humains ne sont pas égaux? Il y a quoi exactement dans notre devise? Il y a égalité. Égalité, ça veut dire quoi? La Constitution de 1793, justement, elle donne une définition de l'égalité, qui est une définition qui est extrêmement précise et intéressante. Elle dit les hommes sont égaux par la nature et devant la loi. Et ça, c'est la formule complète. Parce que par la nature, ça veut dire que il n'y a pas de différence biologique entre les êtres humains. Et donc, s'il n'y a pas de différence biologique entre les êtres humains, eh bien, notre devoir d'être humain, c'est justement de refuser le racisme, de refuser tout ce qui va créer de la division à l'intérieur du peuple, entendu au sens d'humanité. Et devant la loi, là, c'est la partie communauté légale, c'est-à-dire communauté nationale en l'occurrence, et c'est les droits que nous définissions par la loi, et l'égalité que nous avons devant la loi, c'est à la fois notre égalité dans le fait qu'une personne égale une voix quand nous allons voter, mais c'est aussi notre égalité devant le devoir de respecter la loi. Ça, c'est la partie communauté légale, communauté nationale, qui est définie par le vote et par la souveraineté nationale. Et puis, il y a la première partie, qui est une partie qui vous dit il n'y a pas de différence entre les êtres humains. N'importe quel point de vue qui part de il y a une différence entre les êtres humains et nous ne devons pas nous comporter comme des êtres humains vis-à-vis des êtres humains qui sont ici, me semble être un point de vue qui est un point de vue inhumain. Dire en gros, considérer que, je sais même pas ce qu'ils considèrent les fachos, ce qu'ils pensent à la fin. Je sais pas ce qu'ils pensent. C'est quoi ce qu'ils se disent au final? Ils se disent, c'est pas tout à fait des êtres humains, c'est pas grave si ils ont traversé la misère, la souffrance, parfois le viol, parfois la brutalité, et que finalement ils arrivent, parfois en ayant eu des gens qui sont morts à côté d'eux, ils arrivent sur une terre européenne en se disant que on va peut-être s'occuper d'eux et prendre soin d'eux. Et là, il y a des gens qui disent bah non, la priorité, c'est d'abord de les renvoyer chez eux, avant même de regarder si, oui ou non, par exemple, il serait légitime de leur donner l'asile. Vous voulez que je vous dise un truc? Tiens, regarde. Le peuple français est l'ami et l'allié naturel des peuples libres. Il ne s'immisce point dans le gouvernement des autres nations. Il ne souffre pas que les autres nations s'immiscent dans le sien. Il donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté. Il le refuse aux tyrans. Et il ne fait point la paix avec un ennemi qui occupe son territoire. Donc les vichistes, par exemple, la Constitution de 93, elle vous dit que vous êtes des traîtres à la patrie parce qu'on ne fait pas la paix avec un ennemi qui occupe notre territoire, particulièrement quand c'est des nazis.
Mais voilà, je sais pas. En tout cas, moi, je pense que dans ce débat immigration, et je suis pas d'accord d'ailleurs avec les copains qui disent en gros, faudrait parler de rien, où les gens sont pas d'accord avec nous de base, etc. J'ai vu qu'il y avait il y a un peu une tendance à dire ça. En gros, il faudrait, quand il y a des thèmes comme ça qui nous arrivent sur le tapis, et notamment quand l'extrême droite et les médias nous mettent un thème comme ça sur le tapis, pour certains, a priori, on devrait essayer de biaiser, de parler d'autre chose et de dire mais non, c'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est le pouvoir d'achat, l'écologie, la démocratie, je sais pas quoi, des thèmes sur lesquels nos propositions sont majoritaires. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Je veux dire, si on a réussi à faire en sorte qu'on soit majoritaire justement sur les questions sociales, écologiques, vous voyez que maintenant il parle de planification écologique, c'est Macron carrément qui parle de planification écologique, donc on a réussi à imposer une idée, il transforme ça en carabistouille. Mais nous, on a inventé le terme et il y a quelque chose qui est derrière ce terme-là. Euh, Si jamais on n'accepte pas de mener les bastons idéologiques au moment où ils nous arrivent sur le tapis, voilà, on se fait battre. Et puis à la fin, au lieu qu'il y ait 20% des gens qui sont d'accord avec nous, il n'y en a plus que 10. Et donc peut-être que ces personnes-là, pour cette raison-là, qu'ils ne sont pas d'accord sur cette partie-là de notre programme, ils vont pas du tout voter pour nous. Et moi, du coup, je suis pour. Mais la question n'est pas une majorité sur le no border. Est-ce que c'est ça notre programme? Est-ce que c'est no border? Non, même pas, c'est même plutôt l'inverse. C'est plutôt que justement c'est utile d'avoir des frontières parce que même si tu veux accueillir correctement les gens, c'est plus utile qu'il y ait des frontières par lesquelles ils passent et dans lesquelles tu puisses justement savoir ce qu'ils font là, noter, etc. Et dire, bon, bah vous avez une demande d'asile qui est en traitement et voilà, on va regarder et en attendant, on vous accueille dignement parce que notre pays, vous voyez, c'est le pays de la liberté. Donc quand vous arrivez chez nous, tu mets le pied sur le territoire français, et ben on s'occupe de toi. Et voilà, et il y a quelqu'un qui me demande si j'aime la France. Bah oui, précisément. Et d'une certaine manière, moi j'ai envie de retourner la question. Est-ce que c'est aimer la France que de considérer qu'il y a des gens qui ne pourraient pas devenir français? Enfin, allons jusqu'au bout de la logique. Parce que ça, c'est ce que propose Marine Le Pen. Marine Le Pen, son idée, c'est, en gros, il faut supprimer le droit du sol parce que, je ne sais pas pourquoi, mais parce qu'à la fin, elle veut rétablir le droit du sang. Donc elle ne le dit pas comme ça. Elle va pas dire, je vais rétablir le droit du sang parce que sinon, elle passe pour une grosse nazie. Mais elle dit, je vais supprimer le droit du sol. Donc conclusion. Le droit du sol, c'est quoi? C'est le truc qui permet de devenir français au bout soit d'une naissance sur le territoire national, soit d'une certaine durée sur le territoire national. Je vous ai déjà dit qu'en 1793, quand on invente le drapeau français, enfin le drapeau tricolore, la Marseillaise et la devise liberté, égalité, fraternité, c'est au bout d'un an. Je vous ai déjà dit ça. J'ai découvert récemment qu'en 1848, quand on fait la Deuxième République, qui par ailleurs est une république très bourgeoise, c'est au bout de 6 mois de résidence sur le territoire national. Bref, tout ça est je trouve passionnant. Mais réfléchissons jusqu'au bout du truc. Il y a quand même quelque chose d'un peu lunaire, quand on se dit patriote et qu'on aime la France, etc., à pas vouloir que des gens deviennent français. Enfin, bon sang, quand même, c'est quand même une bonne chose. Ça veut dire que les gens, ils aiment tellement notre pays qu'ils ont envie de devenir français. Je trouve ça... Je trouve que l'argument de l'extrême droite ne tient pas sur le sujet. Je trouve que c'est nul, en fait. C'est la France petit bras, la France rabougrie, la France... la France, je sais pas ce qu'ils attendent. Et vous savez quoi? En plus, ils sont même pas cohérents. Moi, à la limite, je suis cohérent, il n'y a pas de souci. Mais ils sont même pas cohérents parce que pendant le débat sur la réforme des retraites, ils nous disaient, des fachos, hein, Le Pen et compagnie, ils nous disaient, il y a un problème de natalité dans notre pays. Ok, donc il y a un problème de natalité, mais s'il y a des gens qui arrivent dans notre pays, ça marche pas non plus. Pourquoi? Parce que, c'est pas les gens de la bonne couleur de peau, c'est pas les gens de la bonne religion. Et dans leur esprit malade, parce qu'en réalité, c'est ça qui est à la fin. Dans leur esprit, à la fin, c'est que on risque de se faire remplacer. Mais est-ce que c'est ça qui se produit? C'est pas ça qui se produit. Qu'est-ce qui s'est passé dans le temps long de l'histoire de France? On a eu des vagues successives de migration qui étaient des vagues gigantesques de migration. Ma famille en est d'une certaine manière la démonstration, et peut-être que vos familles aussi. Combien de grands-parents ou d'arrière-grands-parents italiens, belges,
Espagnols, portugais, polonais, allemands, combien de grands-parents dans nos familles qui sont venus de ces pays-là, en l'occurrence c'était une immigration de travail parce que les gens ils essayaient de trouver du travail, et à la fin, qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne des Français. Pourquoi? Parce que précisément, les Français, ça n'est pas le fait d'être Français, ça n'est ni une religion, ni une couleur de peau, ni je ne sais quoi, ni même une langue. C'est en réalité une adhésion à un contrat républicain, une adhésion à liberté, égalité, fraternité, une adhésion, normalement, même si maintenant on en est loin, une adhésion à l'idée qu'on va se mettre tous ensemble pour essayer d'obtenir le droit au bonheur. C'est ça l'idée de République, profondément. Si vous regardez l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793, et ben justement, ça dit... Attends, c'est quoi exactement? Ça dit... Regarde. Le but de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793, tenez, je vous donne la preuve. Le but de la société est le bonheur commun. Le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles. C'est pas magnifique comme objectif? Le but de la société est le bonheur commun. Pas le but de la société est le bonheur des gens si jamais ils ont 3 générations de Français et je sais pas quoi. Le bonheur commun. Et le gouvernement, son rôle, c'est de faire en sorte qu'on respecte les droits de tout le monde. C'est magnifique. Eh ben bon sang quand même. Pourquoi est-ce qu'à la fin, ils font ça? Pourquoi est-ce qu'ils essayent de nous diviser comme ça? Ils essayent de nous diviser parce que tant qu'on est divisé, justement, on essaye de... Enfin, tant qu'on est divisé, on ne cible pas nos adversaires principaux. On ne va pas dire le problème, c'est Bolloré qui, lui, est responsable de l'appauvrissement des pays d'Afrique, de certains pays d'Afrique, qui provoque, lui, personnellement, individuellement, il a une responsabilité personnelle d'ultra-riche dans le fait qu'il y a des gens qui ensuite sont obligés de quitter leur pays, et ensuite ce mec-là vient s'en plaindre sur nos chaînes de télé. Vous pensez que Le Pen, elle n'est pas d'accord avec Bolloré ? Vous pensez vraiment que Le Pen, elle n'est pas d'accord avec quelqu'un qui va faire sa politique sans arrêt sur les plateaux CNews? Bien sûr que si, elle est d'accord avec Bolloré. Vous pensez qu'elle va changer quelque chose à la politique économique des Français en Afrique, Le Pen? Pas du tout. Rien du tout. Vous pensez qu'elle va changer quelque chose à ça? Que dalle! C'est pas du tout ça son objectif. Son objectif, c'est de justement permettre que le capitalisme continue et donc... D'ailleurs, Le Pen, vous l'avez jamais entendu tenir un propos contre le capitalisme. Vous avez jamais entendu dans la bouche de Le Pen que le capitalisme est un problème écologique, social et démocratique. Jamais vous avez entendu ça. Le Pen, elle est du côté des patrons 100%, et plus elle a de patrons qui la soutiennent, justement, plus elle est forte dans les médias et plus elle est aidée par les médias. Et d'ailleurs, sa politique même sur les salaires. La politique de Le Pen sur les salaires, c'est la même que Macron. C'est on va augmenter les salaires. Ah bah forcément, ils disent tous qu'ils vont augmenter les salaires. Mais il n'y en a pas beaucoup qui disent qu'ils vont augmenter le salaire minimum et le salaire brut. C'est ça qu'il faut augmenter, le salaire brut. Parce que quand vous augmentez le salaire brut, comme on propose de le faire nous, en proposant de porter le SMIC à 1600 € net, mais en augmentant le brut, je suis désolé, j'ai pas le brut en tête, mais c'est en augmentant le brut. Pourquoi augmenter le brut? Parce que quand vous augmentez le brut, vous augmentez la part de partage. Vous augmentez l'argent qui est dans l'entreprise qui va, poum, dans votre salaire à vous, ok? Et qui va dans votre salaire à vous en brut, c'est-à-dire en cotisation, en argent qu'on met en commun pour payer la sécurité sociale, pour payer à la fin l'école, les services publics, etc. Même si je passe sur les détails, c'est pas les mêmes caisses, mais je passe sur les détails. Mais vous augmentez votre brut, vous augmentez l'argent qui est socialisé, et vous augmentez aussi votre net, vous augmentez l'argent que vous avez sur votre compte à la fin du mois. Voilà pourquoi il faut augmenter le brut. Parce qu'augmenter le brut, c'est augmenter le partage de la richesse à l'intérieur de l'entreprise. Est-ce que Le Pen dit ça? Non, elle dit l'inverse. Le Pen a dit qu'il faut augmenter le salaire net en baissant les cotisations patronales. Voilà ce qu'elle dit. Et quand on lui demande exactement quelles cotisations patronales, vous pouvez la regarder dans son programme, elle disait notamment sur les retraites. Eh ben donc, qu'est-ce qu'on fait à la fin quand on fait ça? On fait une réforme des retraites. Donc Le Pen ne reviendra pas sur la réforme des retraites parce que ça n'est pas compatible avec son programme. Si jamais elle veut effectivement faire des augmentations de salaire net en enlevant des cotisations sur la retraite, et ben voilà, à la fin, ça donne... elle est bien contente d'avoir fait la réforme des retraites, parce que... Enfin, que Macron ait fait la réforme des retraites, parce que ça lui évite d'avoir à changer quelque chose sur ce point-là. Les sous, d'une certaine manière, sont déjà là dans leur fonctionnement, même si c'est pas vrai, parce que je sais pas si vous avez vu, mais les résultats de la réforme des retraites, c'est qu'au final, ça coûte plus de sous que ça en rapporte. Bref, tout ça pour vous dire que... Parce que c'était ça mon point de départ. Moi, je suis pour qu'on mène la baston. Mais qu'on mène la baston sévère. Parce que nous, on est cohérents. On est les seuls à être réellement cohérents sur les questions d'immigration. Parce que justement, on prend chaque chose à son endroit. Et prenant chaque chose à son endroit, et ben nous, à la fin, ça donne un système cohérent. Petit 1,
il faut permettre aux gens qui veulent rester chez eux de pouvoir rester chez eux. Et ça, ceux qui nous disent que c'est réac de dire ça ou je sais pas quoi, parce qu'il y en a qui peuvent dire que c'est réac, eh ben, le fait de l'exil, c'est une souffrance. Je ne sais pas si vous avez déjà discuté justement avec des exilés. Moi, oui, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois de me rendre sur des manifs sur le sujet. Vous pensez que les gens, ils sont contents? Ils sont pas du tout contents. Vous imaginez les souffrances qu'ils ont traversées et en plus, ils arrivent à la fin, ils sont maltraités. Donc non, ils sont pas contents. Ils sont pas contents de plus avoir les odeurs de leur pays, de plus avoir les goûts, les saveurs de leur pays, de plus voir leur famille. Et justement, quand ils sont partis, souvent, c'est précisément pour aider leur famille. Moi, j'ai vu des jeunes qui me disaient de plus voir les paysages. Enfin, c'est une souffrance considérable d'abandonner son pays, de partir, de plus voir sa famille, de pas savoir. Pardon, désolé, je suis lancé dans. Mais c'est une souffrance considérable. L'exil est une souffrance considérable. Donc, petit 1, ceux qui veulent rester dans leur pays doivent pouvoir y rester s'ils ont envie et s'ils veulent pouvoir travailler dans leur pays. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Faut arrêter de piller leur pays. Faut arrêter d'avoir des gens de France, des riches de France qui pillent l'économie des pays, qui pillent les sous-sols, qui se servent de l'économie de ces pays pour leur profit personnel et pour en tirer un bénéfice personnel. Donc, il faut cibler la responsabilité des capitalistes et des grands capitalistes qui appauvrissent l'économie de ces pays-là. Et je ne dis pas forcément que des Français, parce que moi, je vais cibler les Français puisqu'on est des députés de la République française et qu'il faut dire à un moment donné que les Français ont une responsabilité politique et économique à l'intérieur de cette situation-là. Mais ce n'est pas seulement les Français. Les Chinois, les Russes, un certain nombre de pays sont... alors là, pour le coup, carrément avec des politiques parfois étatiques sur le sujet. Bref, mais en tout cas, ça suffit. Arrêtons de piller l'Afrique. Ça suffit maintenant. Ras-le-bol. L'Afrique appartient aux Africains et à chacun dans leur pays en fonction de l'endroit où ils habitent. Et les ressources qui sont à l'intérieur, elles appartiennent aux gens qui habitent sur le pays, pas aux gens qui essayent de piller ces ressources. Petit 1. Petit 2. Quand il y a des migrations, quand il y a des gens qui migrent, qui partent de chez eux, parce qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'ils pensent qu'ils vont mourir, parce qu'ils pensent que leur famille va mourir si jamais ils restent là, quand il y a des gens qui partent et qu'à la fin, ils finissent par arriver chez nous, la logique de l'humanité, et même je vais plus loin, la logique de patriote français, parce que justement, c'est dans le code de l'honneur des Français d'être ça, d'être les gens qui sont le pays de la liberté et le pays de l'accueil. On est le pays des droits de l'homme et du citoyen. C'est ça aux yeux du monde qu'on est. C'est ça qui fait la fierté de la France. Le pays des droits de l'homme et du citoyen. Voilà ce qu'est la France du drapeau tricolore, de la Marseillaise et de la devise liberté, égalité, fraternité. La France qui mettait des pancartes avec écrit « Bienvenue au pays de la liberté » quand on avait fait la Révolution française. À la frontière de notre pays, on mettait des pancartes avec écrit « Bienvenue au pays de la liberté ». C'est ça la France. Notre dignité d'être humain, notre responsabilité politique de Français digne des valeurs de la Révolution française et de la République française, c'est précisément quand il y a des gens qui arrivent sur notre sol, de les accueillir correctement. Et combien vous en avez, vous, dans vos familles, de gens qui ont été accueillis pas correctement, figurez-vous? Parce que quand on nous dit que ça se passait mieux avant, je sais pas quoi, etc., parce que les gens sont racistes en réalité. C'est ça le problème à la fin, c'est qu'ils sont racistes. Donc ils disent, ah bah ça se passait mieux avant quand c'était des Italiens, des Portugais, etc., parce qu'ils avaient la même couleur de peau, la même religion, et que d'une certaine manière, c'était à peu près la même langue, parce que bon, tout ça, c'est des langues latines, etc. Ça n'est pas vrai. Il y avait des violences considérables qui s'exerçaient contre les Italiens, des ratonnades qui s'exerçaient contre les Italiens, des violences physiques brutales, extrêmement brutales. Donc, il ne faut pas s'inventer une histoire qui n'existe pas. L'histoire de l'immigration a été une histoire qui était parfois brutale de la part des gens qui étaient là contre les gens qui arrivaient. Et or, à la fin, ça fait quoi? Ça fait un magnifique peuple français dans lequel vous avez plein de sources culturelles, justement, qui ont renforcé notre pays sur le plan culturel. Je crois vraiment, voilà, il y a quelqu'un qui dit mon grand-père polonais subissait du racisme. Et ben moi aussi, dans ma famille, on a subi du racisme quand on est arrivé en partie. Alors j'ai une partie qui vit au milieu de la France depuis le début, et il y a une partie qui arrive en cours de route. C'est cette histoire-là qu'il faut raconter si jamais on veut essayer de convaincre les gens. Voilà, et je ne pense pas que ce soit des arguments qui soient, comment dire, qui ne puissent pas convaincre des gens. Enfin, je veux dire, est-ce que vous avez l'impression que je parle comme quelqu'un qui n'aimerait pas ma patrie, qui n'aimerait pas l'histoire de France, etc. Non, c'est l'inverse. C'est justement, j'ai un problème avec la version qui nous est donnée d'une histoire qui serait raciste, etc. Alors que ça n'est pas ça, petit à petit. Je veux dire, notre peuple se construit justement comme ça. Bref, vous voyez que sur les questions d'immigration, moi, je suis pour une stratégie offensive.
J'aime bien l'idée de mener la bataille. Et ça veut pas dire que... comment dire? Ça veut pas dire que... Enfin, il y a plein de sujets à porter dans le débat. Par exemple, je ne suis pas d'accord avec l'idée qu'on va faire un tri à l'intérieur, la régularisation des métiers en tension, etc. Faire un tri, c'est une idée bizarre. Alors, on va voir comment se passe le débat, on va voir comment les amendements qui seront pris, etc. Mais moi, j'attends ce débat immigration. Je pense qu'il ne faut pas se dire que c'est un débat inintéressant et que ça vaut pas le coup de le mener et que on va voilà, je choisis la formule offensive, je choisis la formule offensive. Voilà ce que je voulais vous dire. Attends, il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Tu penses quoi du fait que les frontières ne devraient pas exister? Mais justement, j'ai déjà répondu. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que les frontières, ça n'est pas des... Enfin, ça dépend comment tu les conçois. Mais les frontières, c'est quoi? C'est une limite administrative qui dit que, eh ben, là, c'est la France et de l'autre côté, c'est l'Allemagne, par exemple. Cette limite administrative, dans un monde idéal, peut-être qu'elle ne devrait pas exister si jamais nous formions un seul peuple uni et souverain sur l'ensemble de la planète et qu'on avait mis en place un gouvernement qui soit un gouvernement qui aille dans l'intérêt du peuple. Mais pour l'instant, le cadre de la souveraineté nationale, il s'exerce dans un cadre national. Et ce cadre, il est à l'intérieur des frontières et ces frontières sont des zones administratives. Et ensuite, la question, c'est de savoir à quoi vous servent vos frontières. Est-ce que vos frontières sont... Par exemple, sur les questions de migration, est-ce que vos frontières sont des barbelés desquels on empêche tout le monde de passer? Ou est-ce que vos frontières sont des zones dans lesquelles vous contrôlez de manière plus efficace les marchandises qui arrivent sur votre sol, notamment pour lutter contre le trafic de drogue et le trafic d'armes et les trafics financiers? Donc moi, je suis pour augmenter le nombre de douaniers aux frontières pour contrôler davantage les marchandises, petit 1. Et petit 2, qu'est-ce que vous faites quand il y a des individus qui passent? Alors aujourd'hui, quand il y a des individus qui passent, on nous dit bah, on va les filmer avec des drones et je sais pas quoi et machin, et il va falloir faire des reconductions à la frontière, etc. Bah, moi, je suis pour que quand il y a quelqu'un qui arrive sur notre sol, on lui demande pourquoi il est là. Et ça exige des frontières. Mais on lui demande pourquoi il est là. On essaye de regarder d'où il vient, etc. De prendre sa demande d'asile si jamais il vient pour demander l'asile, etc. etc. Mais c'est quoi qui est le plus efficace? C'est justement des frontières avec une organisation pour l'accueil, ou bien le bordel qu'ils sont en train d'organiser en disant il faut des frontières barbelées, et puis à la fin, bah, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils passent à travers les frontières barbelées. Figurez-vous que pendant l'occupation allemande dans notre territoire, il y avait des gens qui arrivaient tout à fait à passer la frontière. Donc si jamais les gens ils sont capables de passer des frontières en période de guerre et d'occupation, vous inquiétez pas que d'une manière générale, si jamais vous essayez de faire des frontières barbelées, il y aura toujours des gens pour couper les barbelés et passer au travers. Donc il vaut mieux se servir des frontières de manière utile et voir comment dire, quelle est la raison pour laquelle les gens sont là, etc. Et effectivement, ça va être terrible avec le changement climatique. Si on ne change pas de logique, si on n'arrive pas à changer de logique sur le sujet, on va se retrouver dans des situations qui vont être ingérables ou alors qui vont être inhumaines. C'est-à-dire qu'on va construire effectivement des murs dans la mer au milieu de la Méditerranée en faisant en sorte que les gens coulent et se noient et puis on se bouchera les oreilles, on se cachera les yeux. On aura des chiffres une fois de temps en temps qui nous diront 10 000 personnes sont mortes dans la Méditerranée depuis le début de l'année. Et on se sera tellement bouché les oreilles, fermé les yeux, que ça sera une information qui nous atteindra presque pas. Et puis voilà, après tout, ils sont loin, on les voit pas, on n'en a pas conscience, on n'a pas connaissance, donc c'est pas grave d'une certaine manière. C'est ça, l'état d'esprit dans lequel ils essayent de nous faire rentrer. Et d'une certaine manière, c'est déjà le cas, parce que vous avez déjà des chiffres qui sont des chiffres dramatiques de morts dans la Méditerranée. Et ben moi, comme être humain, je considère que c'est pas normal. Comme être humain, j'ai pas envie que des gens meurent parce qu'ils se retrouvent dans ce type de situation. Et j'ai envie de faire en sorte que soit ils puissent vivre bien chez eux, soit quand ils arrivent chez nous, on regarde s'il est légitime de les accueillir. Ou bien non, il y a aussi des possibilités où c'est pas le cas et où la loi doit s'appliquer sur le sujet. Pour l'instant, c'est comme ça que ça fonctionne. Et je pense que en tout cas pour moi, c'est un fonctionnement qui serait un fonctionnement efficace, quoi. Mais franchement, il faut arrêter de faire peur aux gens, parce qu'à la fin des fins, le vrai problème qu'ils ont avec l'île de Lampedusa, c'est que c'est des gens qui n'ont pas leur couleur de peau. C'est ça la vérité. C'est que si c'était des gens qui avaient
leur couleur de peau, et bah, ça leur poserait pas de problème. Bisous les amis, merci d'avoir suivi le live. Pensez à follow la chaîne si vous l'avez pas encore fait, parce qu'on fait des lives normalement tous les mercredis. À la semaine prochaine. Bisous tout le monde, bonne soirée, salut.